Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et vous écoutez la série Elles pensent la mode. Elles sont chercheuses, scientifiques ou encore économistes et elles étudient l'industrie textile, ses évolutions, ses dérives et ses innovations. Comment en est-on arrivé là ? Et maintenant, on fait quoi ? Aujourd'hui, nous connaissons les problématiques sociales et environnementales de la mode. Alors comment peut-on transformer cette industrie ? J'ai donc décidé de partir à la rencontre de celles qui pensent, qui analysent et qui critiquent la mode. Pour le 5e épisode de cette série, je donne la parole à Saveria Mandela, anthropologue et linguiste de la mode. Les marques font-elles vraiment ce qu'elles disent ? Il y a beaucoup de greenwashing ou de féminisme washing dans l'industrie textile, illustration parfaite des différences qui existent entre les discours des marques de mode et leurs actions. Mais alors, comment peut-on l'expliquer ? Avec Saveria Mandela, nous avons tenté de répondre à cette problématique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci à Saveria d'avoir participé à cet épisode de Nouveau Modèle. Et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur en introduction, très rapidement. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle. Et puis après le master, à ce moment-là, je travaillais dans une maison de luxe encore, mais plus en presse, plutôt à la direction image. Et j'ai arrêté pour commencer ma thèse, donc à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est une thèse sur la mode, particulièrement sur la presse mode et la perception du temps et du sujet dans la mode. Voilà. Ok, très bien. De toute façon, on va essayer de détailler un petit peu tout ça au fil de notre discussion. Mais d'abord, pourquoi tu t'es intéressée à la mode ? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'intéresser à cette industrie textile, à ce qu'elle raconte, à cette presse mode ? Je saurais pas dire exactement, mais depuis toute petite, j'adorais la mode. J'ai jamais considéré que c'était un milieu frivole et je pense que ça ne l'est pas. Et surtout, j'adorais lire et écrire sur la mode. Et je crois que ce qui a fait que je m'y suis intéressée, c'est que je me suis rendu compte que on pouvait écrire sur la mode et donc contribuer d'une autre manière à la culture et aux écrits culturels. Ok, c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es rendu compte quand même des dérives de cette industrie très largement, qu'elle soit sociale, environnementale, mais aussi dans la représentation des femmes dans la presse, par exemple, donc sur le féminisme, ce genre de choses. Oui, alors je l'ai expérimenté, je pense, avant plus de m'en rendre compte, parce que on parle souvent des magazines dans les années 2000, quand j'étais ado, 2010 plutôt du coup, mais je m'en rendais pas compte, c'est-à-dire que c'était totalement intégré à mes modèles de représentation et aux filles que je fantasmais un petit peu d'être. Donc, je m'en suis pas aperçue tant que j'étais du côté grand public de la mode et donc lectrice de la presse féminine et mode. En revanche, quand j'ai commencé à travailler dans la mode et en presse mode, j'avais donc 21 ans. Et là, j'ai expérimenté des formes de sexisme, des formes aussi, alors pas directement, mais je pouvais observer des formes d'homophobie qui en fait sont camouflées par des fétichisations. Et donc je me rendais bien compte que dans la mode, quand on est professionnel et surtout dans des grosses institutions, il y a bien évidemment tout un schéma hiérarchique, il y a un organigramme qui est assez précis et respecté. Et je voyais bien qu'au bout d'un moment, pour les femmes employées, il y avait un plafond de verre. Et qu'on avait donc d'un côté les femmes employées hétéros en CDI, toutes mignonnes de la trentaine, et puis des big boss hommes blancs assez âgés, hétéros. Quand j'ai arrêté la presse et que je suis passée dans une direction artistique à un poste
où j'étais avec une chef de projet. Là, j'ai rencontré des freelances et je me suis aperçue que dans les freelances, il y a plus de personnes extraordinaires, mais ce sont des freelances, donc ils sont pas nécessairement rattachés à l'image d'une marque, et qu'en fait, au milieu de ça, tous les amis que je me suis fait, parce que j'ai des amis qui travaillent pas dans la mode aussi, mais c'est vrai qu'en ayant commencé assez jeune, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la mode et qui sont devenus des proches, et des amis, par exemple, des mecs gays, qui ont été victimes plein de fois de micro-agressions, de harcèlement par des supérieurs. Donc, j'ai expérimenté tout ça intimement, et j'en ai fait d'ailleurs le sujet de mon mémoire de recherche. Ok. Ouais, plus que tu n'as pu l'observer d'un point de vue extérieur. D'un point de vue extérieur, au contraire, on a l'impression que tout le monde est bienvenu dans la mode, et c'est ce qui attire des personnes qui sont certainement moins facilement intégrées à d'autres milieux socio-professionnels. C'est que la mode donne l'impression qu'elle accueille tout le monde de la même manière, qu'elle ne voit pas les différences. Enfin, ce grand problème d'universalisme. Et en fait, non, les schémas se reproduisent quand on le vit. Ouais, ok. C'est triste, intéressant en même temps de voir tout ça. Mais et toi qui étudies un peu les discours de cette industrie de la mode, comment ils ont évolué au fil des ans? Qu'est-ce qu'on pourrait dire si on devait résumer? Comment ces discours ont progressé au fil des époques? Alors, petite précision plutôt scientifique, j'étudie les discours, mais mon corpus de thèse, par exemple, est composé de tous les Vogue éditions françaises. Okay. Donc, bien évidemment que je regarde aussi la presse quasiment tous les jours, et que mon corpus comprend aussi d'autres extraits de titres de presse. Mais je pense que je pourrais pas généraliser. D'accord. En tout cas, de ce que je vois. C'est intéressant de le préciser. Okay. Ouais, je pense que c'est nécessaire, mais de ce que je vois avec Vogue, qui est le média dont je connais toutes les archives, pour des raisons tout à fait techniques, qui en fait, j'avais un accès à toutes les archives de ce média-là. Okay. Les discours ont évolué. Ils sont à la fois plus simples et à la fois, plus injonctifs, moins sympas. Alors, pas pour les discours publicitaires qui sont dans le média, parce que ça, les pubs ont été très injonctives à l'époque, et c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des imaginaires plus féeriques, plus abstraits. En revanche, pour ce qui est des contenus textuels et éditoriaux, on voit qu'avant, il y avait beaucoup de références historiques. Quand on ouvrait le magazine, il fallait avoir un certain background de culture générale. Moi, parfois, dans les vieilles éditions des années 30, je suis obligée de googler certaines références. Non pas que j'ai une culture générale qui me permettrait de comprendre tout de suite, mais en tout cas, il fallait s'y connaître. Okay. Y a des références à des chapeaux de rois, à des époques... et plus intellectuel, en fait. Un peu plus, oui. Oui. Okay. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir. Bien évidemment que les équipes de l'époque cultivaient un entre-soi parisien extrêmement bourgeois, voire aristocrate, mais il y avait une réelle volonté de diffuser de la culture. Et donc, il ne faut pas le voir comme un entre-soi qui se reproduisait dans les textes, mais plutôt comme une volonté de prendre au sérieux le lectorat. Et aujourd'hui, on retrouve encore ce style parfois lyrique, mais les références sont moindres. Elles sont plus accessibles et elles se sont recentrées sur des références de mode. Après, pour ce qui est des injonctions, elles restent quand même présentes. Injonctions à certains corps, à certaines normes. Elles restent présentes, elles sont parfois camouflées. Elles sont moins nombreuses. Là où c'est très nouveau, et donc je peux pas parler d'évolution, c'est les discours qui concernent la mode écologique. Et c'est toujours très flou. Par exemple, on va parler d'une marque pas spécialement écolo, et donc on va avoir des références très précises. Où est-ce que la marque est établie, où est-ce que le directeur artistique est né, l'école qu'il a faite, et puis on va se retrouver avec une page consacrée à la mode écolo. Et là, on va juste avoir des grandes phrases un peu vides de sens, pas de références géographiques. On a un imaginaire abstrait. Oui, un manque de connaissances, clairement. Oui. Sur ce sujet-là. Oui. C'est marrant, c'était ma prochaine question, justement, avec l'arrivée de ces nouveaux mots durables, éco-responsables, qui sont récents. J'imagine que toi, tu as pu constater, il y a un vrai avant-après, non, sur cette thématique-là. Oui, tout à fait. Et même les
pages qui se dédient à ça. Alors là, pour le coup, je parle pour tous les titres de presse. Les pages qui se dédient à de la mode éco-responsable ou durable sont récentes, les rubriques encore plus. Et puis, et ça, je pense que c'est bien, les médias commencent à ne pas mettre l'accent sur la partie éco-responsable ou durable des marques, quand bien même ils traitent des sujets qui concernent des marques éco-responsables. Parce qu'on s'est bien rendu compte que, sans doute qu'il n'y a pas beaucoup de clics sur ce type de sujet, sans doute aussi qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas retracer toute la chaîne de compréhension, de production et de création, même en termes de mode image, de la mode éco-responsable. Donc on est en train de créer un vocabulaire souvent inspiré de termes anglais, alors que les traductions ne sont pas exactement les mêmes. En plus, les significations ne sont pas les mêmes pour les termes écolos selon les langues. Mais on développe un lexique sans pour autant être capable de créer une représentation précise dans la pensée du terme qui accompagne cette pensée-là. Donc, les médias et les marques se détachent petit à petit de ce discours. Ok. Ah, extrêmement passionnant. Mais c'est vrai que on le voit de toute façon avec ces nouveaux mots qui sont pas... Il y a pas de définition claire non plus, donc ni pour les lectrices, les lecteurs, ni pour dans la presse ou même les marques qui les utilisent, quoi. Et même les premiers concernés. Moi, quand je parle avec des créateurs, ils sont pas capables de me communiquer toute leur chaîne de production responsable. Les jeunes créateurs qui fonctionnent avec des dead stock et qui fonctionnent aussi avec de la fripe, de l'upcycling, ils savent ce que eux font et ils savent que leur process est éco-responsable. Mais d'abord, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est des approvisionnements qui coûtent moins cher. Il y a une volonté, bien sûr, c'est une nouvelle génération qui est totalement au fait sur le sujet, mais c'est une question de coût, aussi, voilà, et de nécessité. Donc, ils passent par de l'upcycling et des dead stock. Et puis après, ils sont pas capables de savoir si les dead stock qu'ils ont achetés proviennent, par exemple, de centres de tri où on n'a pas un tri qui est discriminant géographiquement. Voilà, mais c'est impossible pour n'importe qui de remonter toute cette chaîne tellement il y a de propositions et tellement tout est encore au stade de laboratoire. Ouais, complètement. Je vais te citer là dans un autre article parce que je trouvais la phrase extrêmement intéressante. Tu dis: la surconsommation et le prêt-à-porter nous ont amenés à penser que l'on peut changer de look comme de mood. La formule absurde qui consiste à dire que l'on n'a rien à se mettre existe sans doute seulement depuis que l'on a justement des tonnes de vêtements à disposition. Aujourd'hui, le vêtement sert à s'individualiser. C'est pour ça que l'on parle de parure en anthropologie. On est dans une recherche d'individualité maximale. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase ? Oui, je me fais un commentaire de texte. Oui. Alors, la parure comprend aussi une dimension plus rattachée à l'individu. C'est un moyen d'expression de soi. Donc, il faut dépasser le vêtement et il faut aussi prendre en compte le maquillage, la coiffure, le vernis à ongles, les bijoux. On en parle aussi dans les théories queer, dans les théories sur le genre et les queer studies, notamment via les textes de Judith Butler, où on pourrait performer en permanence, c'est-à-dire exprimer une autre manière d'être quand on le souhaite, et la parure permet cela. Donc, il y a ce côté positif des vêtements changeants, qui permettent de témoigner de ce que l'on est en société, en fonction de ce qu'on a envie de témoigner, des lieux où on se trouve, des personnes en présence. Mais il y a aussi un aspect négatif qui est que la surconsommation donne l'impression qu'il faut s'exprimer différemment tous les jours. Et donc que tous les jours, il faut être quelqu'un d'autre, qu'on a la possibilité d'être une autre personne. Ce qui en soi, pour les queer studies, n'est pas un problème, mais pour la mode et l'écologie, ça en est un. Ok, d'accord. Ouais, donc il y a cette abondance de vêtements qui se répercute aussi sur l'individu, quoi. Oui, sur, on sait qu'on s'exprime par le vêtement, on dit qui l'on est, mais si on a tellement de possibilités que est-ce qu'on se pose encore la question de s'exprimer soi, de se présenter soi à travers le vêtement, ou est-ce que finalement
on subit des tendances et des modifications permanentes qui sont plus des expressions de soi. Ouais. Et où on n'arrive plus finalement à dire qui l'on est, quoi. Tellement il y a tellement de vêtements que on change de style, mais on change de personnalité, en fait. Un peu. J'aimerais aussi qu'on parle dans cet épisode des différences entre les discours et les actes des marques de mode. Est-ce que tout ce qui est donc ce qu'on appelle le purpose washing, donc le greenwashing, le féminisme washing, le diversité washing, c'est pas un peu l'illustration justement de ces différences entre les discours et les actes dans la mode? Si, c'est parfaitement ça. Dans les théories du langage, en fait, il y a des manières de calculer que finalement, pas tout le monde ne peut agir avec les mots. Il y a des exemples très simples, et je suis désolée parce que je crois que je le cite souvent, mais si quelqu'un dit on part en guerre et que ce n'est pas le président, on partira pas en guerre. Donc, en fonction de qui l'on est en société, ce que l'on dit a un impact plus ou moins important. Et même nous, c'est valable dans notre quotidien. Là, par exemple, tu m'as posé une question et du coup, tu as créé un cadre dans lequel je suis obligée de répondre. Ou en tout cas, si je me mets à refuser de répondre, je vais créer une ambiance gênante. Mais toute la journée, on agit avec les mots. On appelle ça... Bon, c'est des termes. Mais on agit par le langage. Après... les marques, en tant qu'institution, ne peuvent pas seulement parler, ne peuvent pas se transformer en beaux parleurs. Il faut publier un communiqué de presse dans lequel on dit qu'on va produire à 90% des textiles éco-responsables, et ensuite il faut le faire. Il y a une obligation de passage à l'action. Et pour ce qui est des questions plutôt féministes et body positivistes, il y a des degrés d'action qui, pour l'instant, restent au stade de la mode image. Donc, on va avoir une mannequin considérée comme plus size pendant le défilé et ensuite, on va se considérer body positiviste. On remarque qu'il y a une tendance à de moins en moins parler et à plutôt montrer pour éviter justement d'être taxé donc de pinkwashing ou autre. Mais ça reste des institutions, ce ne sont pas des individus en tant que tels qui peuvent agir dans leur quotidien simplement en parlant. Il faut que les marques aillent plus loin. Il faut qu'elles mettent en place des stratégies à long terme, qu'elles recrutent des profils plus variés. Ça peut pas rester des discours et des on est d'accord avec les personnes queer, on fait une soirée pour la Pride. C'est pas possible. Oui, parce qu'il y a beaucoup ça, en fait. Je dis ça parce qu'on l'a vu aussi avec le mois des fiertés, enfin, toutes ces marques qui prennent position, qui prennent la parole, justement, sur tous ces sujets de société, mais qui, derrière, ça ne se traduit pas dans la réalité. Il me semble que tu avais témoigné dans un article pour ta page sur ça, cette distinction entre les marques qui mettent en avant, enfin, qui disent, bah oui, on soutient évidemment toutes ces causes, et qui, derrière, finalement, ne reversent pratiquement rien aux causes en question, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Oui, il y a juste un pourcentage qui est reversé. Après, il faut pas en attendre trop des marques. Elles vont pas pouvoir résoudre les problèmes du monde. Tout est systémique, tout est inclus dans un système et ça reste des marques de mode qui n'existent que parce qu'elles vendent. Donc, qu'en termes d'image et de discours, elles poussent les cultures à plus d'inclusivité, oui, ça, elles peuvent y contribuer. En revanche, une marque ne pourra jamais reverser 100% de son chiffre d'affaires à des œuvres caritatives, parce qu'en fait, sinon, la marque n'existera plus. Et l'objectif de la marque reste de créer des vêtements vendables et de les vendre pour continuer d'exister. Donc, il y a un juste équilibre à trouver pour chacune. En revanche, ce juste équilibre passe, je pense aussi, par moins de multiplication des causes. C'est bien quand les causes que la marque accompagne sont incarnées, par exemple, par le directeur artistique. C'est ce que fait Jacques Mus. Il n'hésite pas à prendre la parole sur tous les problèmes d'homophobie, parce qu'il est concerné, et donc ça fait sens, c'est à nouveau incarné, on passe de l'institution à une personne qui prend la parole. Et du coup, la marque va aller loin là-dedans parce que le directeur est concerné.
par le sujet. Les marques qui font des trucs pendant la Pride avec des équipes à 90% hétéros, straight, bien évidemment qu'elles peuvent pas comprendre ce qu'elles sont en train de faire et qu'elles savent pas quels sont les bons acteurs avec lesquels créer les projets. Pour les marques, je pense qu'elles sont légitimes à partir du moment où les équipes reflètent les causes qu'elles souhaitent accompagner. Ouais. Et c'est comme ça qu'on explique cette décorrélation entre discours et actes, du coup. C'est parce que ça manque d'incarnation au niveau de l'individu, quoi. Oui, parce qu'en fait, pour faire le beau parleur et simplement produire des discours, c'est facile. En revanche, pour agir, il faut des idées qui fassent sens pour agir bien. En fait, la question n'est pas tellement de juste agir. La question est de bien agir. Ouais. Et pour ça, il faut des personnes soit qui s'y connaissent, soit qui expérimentent le phénomène. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec des marques là qui récemment, je crois, il y a Adidas notamment et une autre qui ont été attaquées par des associations, j'ai oublié le nom de l'association, mais sur le greenwashing, quoi, qui dit en fait les mots que vous utilisez ne reflètent pas du tout la réalité de votre produit, et donc ne se traduisent pas en actes. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, il y a un manque aussi de connaissances toujours sur ces sujets-là. On revient toujours au même point. Oui. Dans une autre interview, tu dis « La mode prend position a posteriori ». C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que c'est un peu une généralité, mais... Moi, je l'ai coupé aussi, parce que je pouvais pas citer toute l'interview, mais... Non, mais j'ai peut-être fait cette généralité-là. Souvent, quand même, la mode commence à s'intéresser à un phénomène social, à une revendication culturelle et sociale, à partir du moment où elle n'est plus risquée, où elle est quand même déjà très présente médiatiquement, majoritairement acceptée dans la société. Est-ce que j'aurai un exemple ? Gucci, ou l'ensemble du groupe Kering, je ne sais plus, mais je crois que c'est Gucci, a décidé que suite au retrait de la constitution de Roe v. Wade, la marque aux États-Unis faciliterait à toutes les employés qui le souhaitent un déplacement à l'étranger ou dans un autre... Dans un État qui n'a pas interdit, quoi. Voilà, Patagonia aussi qui a annoncé ça. Voilà. Ouais. Et donc en fait, elles ont été plusieurs à le faire. Et puis ça fait bien. On a quand même une partie du monde en Europe, même si faut faire très attention et que c'est toujours un peu bancal comme loi, mais on a quand même une partie du monde qui sait très bien que l'avortement est nécessaire en tant que... Oui, c'est un droit. Oui, voilà, c'est ça, en tant que droit et soin légal. Ouais. Donc du coup, la réaction a été très vive et très rapide, mais en fait, il y a des femmes qui luttent pour l'avortement depuis toujours. C'était pas un phénomène nouveau. On n'a pas attendu un communiqué de presse de Kering pour savoir que oui, il fallait s'entraider pour aller avorter dans un autre État quand c'était pas possible dans le sien. C'est un exemple un peu extrême. Mais après, oui, le body positivisme en est un autre. Les femmes noires en couverture de magazines aussi. Il faut à chaque fois attendre, il faut à chaque fois qu'il y ait débat dans la société. Il faut qu'on commence à avoir une actrice noire pour qu'ensuite il y ait une cover avec une mannequin actrice noire. La mode perçoit sans les changements, mais communique massivement dessus quand ils sont déjà bien acceptés. Ok. Alors qu'en théorie, en plus, on se dit, la mode, elle est un peu, elle doit faire modèle de société. Enfin, elle est censée être prescriptrice de ces nouvelles tendances. Enfin, c'est pas des tendances, mais de ces nouveaux acquis, nouveaux. Bon, ça fait, je pense, 10 ans qu'on avait perdu cette dimension prescriptive de la mode qui était plutôt passée à un relais d'influence. Alors, il faut dissocier là, dans ce cas, les marques et les médias, mais les médias ont quand même massivement perdu leur rôle de prescripteur et sont devenus un relais d'influence. Il y en a certains qui sont en train de lutter contre ce phénomène pour essayer de redevenir prescripteurs. Et puis, il ne faut pas oublier les médias de niche, ou en tout cas les médias indépendants qui, eux, ont toujours conservé ce rôle de prescripteur. Mais la mode était devenue plus un relais d'influence qu'un espace de prescription, d'avant-gardisme. Oui, tu as vu l'évolution, en tout cas dans la presse, toi, que tu étudies. Totalement, oui. Ok. Et c'est autant
on attend des médias normalement d'avoir ce rôle-là. Autant est-ce que tu penses que on attend que les marques de mode tiennent ce genre de discours ou pourquoi Je pense que ça dépend lesquelles. C'est-à-dire que les marques de luxe vont forcément prendre en égérie une égérie, donc une actrice qui est déjà très célèbre. Côté vêtements et création vestimentaire, oui, on attend que les marques produisent la nouveauté, soient prescriptrices de tendance pour l'année suivante au moins. Mais dans la société, sur les discours de société, par exemple, Kering qui prend position là sur cette annonce horrible aux États-Unis, est-ce que c'est normalement ce qu'on devrait attendre d'une marque de mode de tenir ce genre de discours? Autant dans les médias, oui, normalement, autant chez les marques. Non, c'est vrai, c'est nouveau et je pense que c'est positif. Après, bien sûr, comme toujours, les marques de mode ne font pas les lois. Donc, on doit attendre ça d'abord d'autres institutions et d'autres personnes. Voilà. Mais ça reste quand même positif parce que depuis les réseaux sociaux et Internet, les marques, elles ont une visibilité qui dépasse les adeptes de mode. C'est pignons sur une rue qui traverse le monde. Donc, du coup, il faut qu'elles aient un discours qui prouve qu'il a compris la société dans laquelle la marque est inscrite. Après, on n'attend pas ça des marques, mais je pense que vu la visibilité qu'elles ont, c'est quand même positif. Ouais, c'est une bonne chose qu'elles s'insèrent dans cette brèche qui est peut-être laissée vide par nos gouvernements en fait aujourd'hui et du coup le monde privé, enfin le monde de l'entreprise prend le relais quoi. Oui, voilà. Ou qui est laissée vide par les médias d'ailleurs. Et peut-être qu'en fait elles se font ces relais là parce qu'on le trouve plus dans la presse. Oui. Ok. Je vais encore te citer. Je crois que c'est la dernière fois. Mais cette phrase-là est vraiment très... Enfin, moi, elle m'a interpellée, vraiment. Tu dis, les marques nous laissent penser qu'elles ont un impact fort sur le monde, mais ce n'est souvent que de l'ordre du discours. Comment on peut expliquer ça? Mais je pense que c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que les marques ne font pas les lois. Donc, mais elles pensent qu'elles ont quand même un impact fort. Oui, alors... Parce que elles ont raison de le penser, effectivement. Elles ont une visibilité qui est maximale. Mais ça reste... c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des actions qui suivent parce que ça reste que des marques de mode. Ouais. Oui, qu'elles n'ont pas forcément les outils après derrière. Ou en tout et cas, qu'elles refusent. Qu'elles se donnent pas les moyens de le traduire en action. Quoi. Oui, je crois que cette phrase résume un peu tout ce qu'on se disait là. C'est que... Il y a une différence entre dire et agir. Il y a des limites au fait d'être une marque dans une société qui rencontre plein de problèmes sociopolitiques. Ouais, ok. Et comment on peut faire en tant que consommatrice, consommateur ou même lecteur de presse mode pour distinguer le discours des actes? Comment on peut nous parce qu'on a envie d'y croire aussi, c'est joli, enfin des beaux discours et c'est pas évident de savoir ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est traduit en actes? Alors la presse est censée faire son rôle d'enquête aussi pour nous amener à réfléchir, mais on l'a vu, on l'a dit, c'est pas malheureusement c'est plus trop le cas. Donc comment la on peut presse mode n'est pas réputée pour ses grands reporters. Voilà, malheureusement, même si j'ai l'impression qu'il y a certains titres qui sont en train d'essayer de rattraper et de combler ce. Mais même des titres historiques, grand public, comme le L ou quoi. Il y a des enquêtes. Le L a très bien couvert l'Afghanistan et les femmes en Afghanistan, par exemple. Il y a de l'enquête. En revanche, de l'enquête sur les dysfonctionnements de la mode, il y en a rarement. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, comment on fait? Alors, quand on est lecteurice, je pense qu'il faut lire plusieurs titres. Il faut surtout pas se cantonner à un seul. Après, il faut pas sanctionner les médias. Les médias, eux, le fait de dire des choses, c'est ça leur manière d'agir. Ils peuvent pas faire plus que ça. Ils peuvent ensuite collaborer, mais c'est ce qui est typique des médias et c'est pour ça que je trouve ça fascinant, c'est que le simple fait de dire va avoir une action dans le monde. Ils ont apporté que ce soit le fait d'apporter une nouveauté, d'apporter une information, de dénoncer un phénomène. Les médias agissent en disant, c'est leur fonction. Donc il faut en lire plusieurs. Il faut aussi
prendre au sérieux ce qu'on lit et s'intéresser vraiment à la presse mode, notamment en la finançant. Il y a un énorme pouvoir du côté du lectorat, c'est qu'il suffit d'acheter un titre ou de s'y abonner pour témoigner de l'intérêt et pour montrer qu'on a validé et qu'on a envie de lire le numéro suivant. Il faut pas juste liker et lire des titres. En fait, il faut s'intéresser en profondeur sur les calculs de données. On peut voir combien de fois les gens sont retournés, les utilisateurs sont retournés sur un article. On peut voir le temps passé sur chaque page. Donc, c'est comme ça que démocratiquement, on continue d'alimenter la presse, de contribuer à la presse du côté du lectorat. Et quand on est consommateur, je pense qu'il faut s'intéresser à la marque, quand c'est possible, parce que parfois, c'est des jeunes marques sur lesquelles il y a très peu d'informations et de retombées presse. Et après, il faut aussi se limiter. Je pense qu'il faut arriver à se trouver son style. Et ça, justement, avec toute l'offre actuelle, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et il faut accepter que ça va aussi prendre du temps, parce que même quand on fait les choses bien, notamment seconde main, achat d'occasion... Et ben du coup, pour trouver la pièce qui nous convient, il suffit pas de prendre un métro et de rentrer dans une boutique. Il faut faire un peu de recherche, faire un petit peu un job de styliste pour sa propre garde-robe. Ok. Ouais, donc c'est un peu plus complexe, voilà, quand on est consommateur aussi d'arriver à faire l'indistinction entre discours et acte, quoi. Ouais. Moi, il y avait on n'a pas phrase, forcément tous les outils à notre disposition. Oui, mais il faut pas oublier qu'en fait, on agit tout le temps avec un certain pouvoir. Donc, comme je le disais pour la presse, en l'achetant, en la lisant, et en achetant aussi des vêtements ou pas. Et moi, je me souviens, ma mère me répétait souvent une phrase que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère disait, donc une immigrée italienne qui arrivait en France sans argent et qui a passé sa vie, alors qu'après elle a gagné de l'argent, à dire je suis trop pauvre pour pas m'acheter du luxe. Cette idée qu'elle avait qu'un seul manteau en fourrure dans sa vie et que certes il était cher mais qu'il a tenu toute sa vie. Je pense qu'il faut garder cette idée en tête. Et en même temps, ce qui est compliqué pour notre génération, c'est que le luxe n'est pas toujours qualitatif aujourd'hui. Et que parfois, on peut payer quelque chose de très cher et le garder que 3-4 ans et pas toute une vie comme à l'époque. Ouais. Donc, c'est un peu injuste. On est perdu entre les offres et toutes les propositions et tous les discours. Mais du coup, ça passe vraiment par une prise d'action qui est le fait de se renseigner. Ok. Et il y a 2-3 questions qui me viennent en tête rapidement avant de te poser la dernière, mais est-ce qu'il y a des marques qui sont vraiment championnes aussi de ce genre de pratiques? Enfin, je pense à Shein par exemple, qui essaie de verdir son image. Est-ce que, en fait, ma question n'est pas forcément très claire, mais est-ce que ces différences entre discours et actes, on le retrouve principalement dans la fast fashion ou dans l'ultra fast fashion, ou est-ce que ça touche aussi d'autres marques plus engagées, même si ça se trouve des marques qui se revendiquent comme étant responsables? Est-ce qu'on peut faire une distinction? Est-ce que ça pourrait nous aider en nous disant alors attention, là c'est warning parce que c'est cette catégorie de marques, là on peut se dire non, ça devrait être plutôt cohérent. Alors c'est vrai que moi j'étudie plus les marques de luxe et j'évolue plus dans les événements et manifestations de marques de luxe, de marques, les défilés, les Fashion Week et tout. Ouais. Mais pour ce qui est de la fast fashion, on voit bien, moi je le vois avec mes étudiantes par exemple, souvent quand on en parle, je sais qu'elles s'achètent des trucs sur Shein tous les jours. Et quand je leur dis, mais vous avez 20 ans, vous savez bien que c'est mal, elles me disent, oui, mais on a envie d'être à la mode. Et c'est là où on voit le pouvoir de la mode dans son ensemble. Parce qu'en fait, elles s'achètent sur Shein parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter ailleurs. Et qu'en même temps, elles ont envie d'acheter en permanence puisqu'elles sont soumises à des images de mode en permanence. Mais elles achètent sur Shein, pas parce que c'est du Shein, parce que ça ressemble à du Gucci ou une autre marque de luxe. Donc, tout le système est lié. Après, j'ai pas l'impression... Même si c'est pas trop mon domaine, j'ai pas l'impression que les marques de fast fashion s'embêtent à communiquer sur l'écologie. Parce que en revanche, sur ce qui est du féminisme et du body positivisme, ça peut. Là, ça y va à fond. Ouais, là, ça y va un petit peu dans les modèles de représentation. Et c'est là où ils sont très forts. C'est que finalement, l'écologie,
il y a encore cette idée que le portefeuille passe avant les convictions écologiques. Et l'envie de bien se vêtir tous les jours passe aussi avant. Ouais. Et c'est ce que me disait aussi Alice Pfeiffer. Elle me disait, ces marques-là, elles offrent aussi quelque chose de plus. Elles offrent un peu cette libération des corps, ces vêtements qui répondent quand on est adolescente, on a besoin de se découvrir, on a besoin de tout ça. C'est une nouvelle génération qui est hyper woke et qui du coup voit des corps qui leur correspondent. Vraiment, pour tous mes cours avec les étudiantes, à la fin, ça finit toujours en débat. Mais quand on aborde le body positivisme, par exemple, elles n'ont jamais fait de régime et elles s'en moquent. Et donc, quand ces marques de fast fashion montrent des mannequins qui leur ressemblent et qui, en même temps, proposent des prix qui correspondent à leur portefeuille étudiant, c'est tout bénef. Et l'écologie passe après parce qu'on le sait qu'on est quand même au 21e siècle dans un système où on a besoin d'avoir des appareils connectés, des vêtements, des tendances qui se renouvellent. Et c'est là où en fait on se dit les marques plus engagées sur l'écologie, en tout cas qui faut correspondre discours et actes sur l'écologie, auraient tout intérêt à plus s'engager sur des sujets d'inclusivité, de féminisme en fait. Oui, alors pour ce qui est genre Maison Cléo le fait très bien. Exactement, j'adore cette marque. Ouais. Oui. Elle a tout compris sur ça. Et du coup, elle s'adresse, je pense, elle devient l'alternative à d'ailleurs elle est très copiée du Shein, elle est très copiée sur Shein. Exactement. Ces modèles se retrouvent tout le temps sur ces marques-là. Mais là où elle est très très forte, c'est que elle a pris tous les codes sexy du luxe. Tout le fonctionnement éco-responsable sans jamais trop communiquer dessus. Et en fait, c'est pas sa communication. C'est ça. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on va sur son site, donc déjà, on ne peut acheter que 2 heures par semaine. Ça, c'est très écolo. Et en plus de ça, on voit le nombre de produits. Et ça, pareil, c'est hyper écolo. C'est parce qu'en fait, elle est allée se fournir dans des deadstocks milanais de luxe et qu'elle peut en faire que 24. Qui font tout à la main et que ça prend du temps. Et il y aura que 24 tops comme ça. Mais sauf que ça crée un sentiment d'exclusivité typique des achats de luxe. Et en plus de ça, un sentiment d'urgence typique de la fast fashion. Elle coche toutes les cases, elle est trop forte. Sur ça, elle a bien compris. Et sur les vêtements qu'elle propose, il y a une libération des corps qu'on ne retrouve que dans la fast fashion, en fait. Et dans la mode de luxe. Et dans le luxe aussi, oui, c'est vrai. Mais pas dans ces marques éco-responsables qui communiquent beaucoup sur leurs engagements, mais qui n'arrivent pas à devenir l'alternative. En tout cas, je parle juste pour les jeunes générations. Pour ces jeunes générations, mais qui sont finalement consommatrices aussi des marques de fast fashion. Enfin, je veux dire, quand on a 30 ans, c'est rare qu'on aille... je pense que c'est un peu plus rare qu'on aille sur Shein, quoi. Oui, je pense aussi. On n'est pas la cible. Non, clairement pas. Ok. Et est-ce que, ce sera mon avant-dernière question, les réseaux sociaux ont aussi un peu modifié tout ce qu'on vient de dire pour résumer, à la fois cette perte de connaissances de fond dans la presse, ces différences entre actes et discours. Est-ce que les réseaux sociaux ont contribué aussi à tout ça? Je pense à Instagram notamment, qui est un média d'image. Surtout TikTok pour la mode. aussi, maintenant, de plus en plus. Oui, les réseaux sociaux ont clairement challengé la presse mode et les marques. Mais les marques étaient déjà challengées par Internet. Elles ont mis du temps à créer des e-shops pour les marques de luxe. Il y avait un peu cette interrogation de si on crée un e-shop, les gens vont voir nos prix. Donc, Internet a challengé la mode et tous les autres secteurs dans le monde. Et après, les réseaux sociaux ont d'abord challengé la presse mode qui a eu du mal à faire face à cette arrivée de blogueuses, d'influenceuses, maintenant de fashion critics. Et puis, il a fallu faire de l'image là où il y avait des spécialistes du texte, où il y avait vraiment une répartition entre un contenu textuel et un contenu image. Et donc, pendant un temps, on a vu la perte d'importance du commentaire. Du commentaire par l'institution. Parce que c'est ça qui est très drôle, c'est que d'un coup, le grand public s'est mis à tout pouvoir commenter. Et en revanche, les marques et les médias ont privilégié l'image et ont perdu en commentaire. Et ça, on voit un changement. Il y a à nouveau des posts avec de très longues légendes explicatives, au-delà seulement des crédits. Il y a eu aussi une importance justement des crédits. Et souvent, ça, c'est compliqué dans la mode. On ne crédite pas, on crédite mal. On préfère proposer d'être crédité
plutôt que de payer. Et là, au moins, les réseaux sociaux ont annulé tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une assistante make-up artiste sur un shooting n'est pas créditée, elle peut reposter la photo, call out la marque, call out la team. Elle peut envoyer un DM même si elle avait aucun contact avec le média pour demander d'être créditée. Donc, il y a une attention aux coulisses, un peu aux gens qui étaient en coulisses et qui jusque-là n'étaient pas forcément bien représentés publiquement. Et puis pour les marques, oui, ça challenge parce que il y a cette crainte terrible déjà d'être dénoncé. Sur cet espace public virtuel. C'est pour ça que les marques sont super nulles sur Twitter. Parce qu'en fait, c'est le réseau social sur lequel tout le monde peut donner son avis. C'est celui où il y a tous les journalistes. Et c'est aussi celui où ce qu'on dit ne prendra de l'importance que si c'est ultra commenté. En c'est fait, peut-être même le plus virulent, je crois, Twitter. Hein. Oui. Mais personne ne prend de risque. Oui. Après, j'ai l'impression que TikTok pourrait devenir un petit peu virulent aussi. Et en même temps, il y a un truc très bienveillant, on est là pour s'amuser. Et d'un autre côté, il y a un truc voyeuriste qui fait qu'il faut faire attention. On regarde des anonymes manger des céréales. Pourquoi ? Il faut se demander à quel point c'est bienveillant de vouloir espionner quelqu'un. C'est vrai. Mais oui, les réseaux sociaux ont changé la donne. Je ne sais pas si ça incite les marques à agir et à dire ce qu'elles font. Je sais pas. Parce que peut-être même le contraire, quoi. Enfin, c'est-à-dire que... Peut-être. Parce qu'après, c'est du contenu image et puis c'est du contenu à la fois instantané et continu, quoi. Ce que j'allais dire, c'est un peu comme le modèle de la fast fashion, quoi. C'est du fast contenu. Totalement. Donc on zappe vite. Snack content, totalement. En tout cas, il y a eu une rupture, quoi. On peut dire ça, avec l'arrivée des réseaux sociaux, quoi. Ah ben, les marques ont été obligées de parler à plus de monde. Et comment on voit tout ça ? Enfin, comment toi, tu vois tout ça évoluer ? Ça, c'est la question, Madame Irma, pour la fin. C'est un peu ça, je suis désolée. Ou alors, même, je vais la tourner autrement, cette question. Quelles seraient tes pistes, peut-être, pour revenir à quelque chose de plus conscient, tu vois, de remettre déjà sur la même ligne discours et actes, de remettre du fond dans tout ce qui est raconté, de plus l'incarner. Enfin, Mais moi, déjà, je pense qu'il faut s'intéresser en profondeur. C'est inutile de voir autant d'images, autant de campagnes, autant de stories. De toute façon, on va les oublier. Ou alors, on va culpabiliser de ne pas pouvoir être habillé comme ça et on va aller sur Shein. Et ensuite, on va tomber sur un truc qui nous dit que la fast fashion, c'est mal et qu'on est des mauvais consommateurs. Je pense qu'il faut s'intéresser en profondeur, qu'il faut prendre le temps de lire la mode, de lire des textes, de s'intéresser au petit crédit. Qui sont les personnes qui ont contribué à ce shooting ? Qui sont les personnes qui ont écrit ce texte ? D'où viennent-elles ? Est-ce qu'elles sont légitimes à en parler comme ça ou non ? Il faut s'intéresser en profondeur et on peut le faire aussi sur les images. Vraiment s'intéresser au travail d'un photographe, au travail d'une styliste. Et en fait, il faut se rendre compte qu'on a un véritable pouvoir, même du côté de la réception. La mode fait tout pour être validée. Donc, il suffit de savoir quand est-ce qu'on veut valider, si oui ou non et pourquoi. Ok. Ouais, c'est se redonner le pouvoir, quoi. Oui, d'aller demander, d'exiger, de liker ou non, de regarder une story contenu. ou non, c'est ça. Du fond. Ouais. Est-ce que le live Instagram, il est pertinent ? Est-ce que c'est normal qu'un dimanche soir, on nous propose un live entre deux marques juste parce qu'elles vont faire une collab le lundi qu'on pourra pas s'acheter parce qu'elle sera sold out et trop chère ? Est-ce qu'on a intérêt à regarder ça ? À part si on veut se forger un œil journalistique. Et dans ce cas-là, il faut foncer. Il faut qu'il y ait des gens qui écrivent, mais il faut se renseigner. Ouais. Ok. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. Merci à Saveria d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.